là. Bonjour. Une législation et une justice bienveillante face à des entreprises délinquantes, des syndicats faibles, des salariés résignés face au licenciement, un individualisme prégnant. Il est sombre l'état des lieux que dresse un ancien directeur des ressources humaines, des pratiques managériales, parfois même hors la loi de nos entreprises. Et pourtant, il affirme que c'est la norme. Il est avec nous pour en parler. Bonjour Didier Bille. Bonjour. Merci d'être au Figaro aujourd'hui. Vous livrez un témoignage choc d'une noirceur implacable sur votre expérience de plus de 20 années passée à la direction des ressources humaines de grands groupes dans cet ouvrage. DRH, la machine à broyer, recruter, casser, jeter. Savez-vous combien de personnes vous avez vous-même broyé, cassé, jeté en 22 ans de carrière ? Oui, il y a un chiffre que j'ai donné à un moment et sur lequel je me maintiens. J'ai effectué de manière collective ou individuelle environ un millier de licenciements. Oui. Un millier de licenciements. Vous faites une remise en question de l'ensemble de la profession de ressources humaines en critiquant entre autres son incompétence, sa paresse, alors que vous avez participé vous-même pleinement aux méthodes que vous dénoncez. C'est pas un peu l'hôpital qui se fout la charité ? Non. Non. Tout d'abord, effectivement, ce qu'on peut me reprocher, si on peut me reprocher quelque chose, et on le peut, c'est d'avoir mis beaucoup de temps avant de décider de tirer des conclusions qui s'imposaient et qui probablement s'imposaient bien avant, c'est-à-dire, Didier, tu n'as plus ta place dans ce métier, pas comme il est fait. Maintenant, non, parce que pendant ces 20 années, j'ai quand même tenté en interne, je n'ai pas fait que licencier. Et puis 1000 licenciements en 25 ans, c'est 40 par an, c'est quand même pas énorme. Comme je le rappelais il y a encore peu de temps, lorsque Xavier Brossetta se fait arracher sa chemise à Air France, il vient d'en annoncer 2900 en une seule fois. Donc je suis plutôt un petit joueur dans les licenciements, ce qui n'est pas une excuse bien entendu. Mais non, j'ai assez rapidement remis en cause beaucoup de choses. Ce qui n'a pas servi à grand-chose non plus, sauf à souvent me marginaliser. Aujourd'hui, la profession, effectivement, se déchaîne contre moi, mais la profession ne m'a jamais beaucoup aimé, parce que je n'ai jamais adhéré à certaines choses, telles que la gestion des talents, que j'ai toujours considéré comme étant une vaste escroquerie, les générations X, Y, Z, même chose, l'employee engagement, même chose, et puis les modes managériales qui passent quasiment tous les 5 ans, on change de modèle managérial. Avec l'objectif toujours le même, c'est de presser les salariés comme des citrons. Donc non, c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. Et comment vous avez pu tenir si longtemps, si certaines de ces pratiques, bon nombre d'entre elles d'ailleurs, vous choquaient à ce point ? Alors, il y a les pratiques qui me choquent et il y a les pratiques qui m'embêtent. Les pratiques qui m'embêtent, si on prend la gestion des talents, ça ne me choque pas. Je trouve que c'est un gaspillage, je trouve que c'est une imbécilité crasse. Mais globalement, on peut vivre avec ça. Maintenant, si on parle maintenant des carrières que l'on brise, des individus que l'on brise, des managers harceleurs que l'on protège parce qu'on estime qu'ils ont plus de valeur, ça c'est plus difficile. Alors je dis que j'ai eu plusieurs phases. Il y a certainement eu une phase où j'ai cru que c'était un mal nécessaire, que j'étais comme les autres ressources humaines d'ailleurs, et c'est comme ça qu'on parfois on nous honore en interne, des espèces de travailleurs de l'ombre qui font le sale boulot, mais pour le bien de la communauté. Donc, de temps en temps, effectivement, s'il faut faire des choses qui nous dérangent, c'est pour un plus grand bien. Bon, j'ai certainement cru à ce genre de stupidité un petit temps, et puis ensuite j'ai bien voulu y croire, je me suis auto-halluciné, et puis à un moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai cessé d'y croire. Mais j'ai continué à le faire parce que je ne suis pas rentier, entre autres. C'est pas très glorieux de le dire, mais c'est la réalité. Et puis, il y a 2 ans de cela à peu près, il y a eu un licenciement de trop. Et c'est ce dernier licenciement qui, effectivement, est celui qui ouvre le livre. C'est celui qui ouvre le livre, tout à fait, Marie-Antoinette. Fait qu'à un moment, je me suis dit, là, maintenant, tu es quand même bien engagé du côté obscur. Soit tu continues et puis tu vivras avec ça, soit tu n'as pas d'autre option que d'arrêter. Et j'ai arrêté. À cette époque-là, j'ai arrêté sans aucune idée d'écrire un livre.
c'est un concours de circonstances, comme il en arrive dans la vie d'ailleurs, Oui. qui fait que j'ai été contacté et puis on m'a proposé d'écrire un livre et j'ai dit oui. Oui, on peut même qualifier ce livre de brûlot carrément, alors que dès les premières lignes du livre, vous dites que vous aimez votre métier. Alors donc, qu'est-ce qui vous a poussé à dénoncer ce métier avec autant de virulence? Alors j'aime ce métier, mais j'aime le vrai métier. Oui. J'aime le métier dans lequel je me suis engagé il y a une vingtaine, 25 ans, qui était effectivement un métier dans lequel on se mettait... entre guillemets, je disais, le DRH, il est l'avocat des salariés vis-à-vis de la direction, il est l'avocat de la direction vis-à-vis des salariés. On est là pour créer du lien social et on est là pour faire en sorte que les objectifs de l'entreprise soient atteints au travers des individus. Aujourd'hui, les objectifs sont atteints aux dépens des individus. Donc j'aime ce métier et je pense que j'ai souvent... pendant 25 ans, dû ménager la chèvre et le chou. Oui. Je ne dis pas que j'ai toujours ménagé ce qu'il fallait ménager, mais effectivement, j'ai trouvé un équilibre pendant quelques années. Jusqu'au moment où, effectivement, cet équilibre, je me suis bien rendu compte que je ne pouvais plus le tenir. Peut-être parce que moi, j'étais allé trop loin aussi, et que soit je continuais, et puis je ne me plaignais plus, et puis j'assumais les conséquences, soit j'arrêtais. Comment vous pouvez affirmer, Didier Bille, que les dérives que vous avez vécues, les exemples que vous racontez constituent aujourd'hui la norme, comme vous le dites, qu'elles sont symptomatiques d'un système, d'une idéologie et que toutes les entreprises sont touchées? Alors, les chiffres. D'abord, je ne suis pas la seule personne à dénoncer tout ce genre de choses. Peut-être que c'est la première fois qu'il y a, et même ce n'est même pas vrai, que quelqu'un du sérail, de la corporation le dénonce. Mais vous avez en France de très grands auteurs qui passent leur vie à travailler là-dessus. Vous avez Christophe Dejour, vous avez Vincent de Gaulle-Jacques, Marie Peset, Daniel Linhart et Anne-Marie Dujarier, pour citer que les premiers qui me viennent, qui dénoncent ce genre de choses. En termes bien plus techniques et basés sur des études bien plus profondes que les miennes. Donc ça n'est pas nouveau et c'est entre guillemets leur travail qui me permet de dire que mon cas n'est pas isolé. Et puis vous avez les chiffres. Il suffit de regarder les études qui sortent chaque année de l'ANACT, l'Association nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est un organisme public et qui dit clairement que le nombre de burn-out, le nombre de dépressions, le nombre de suicides au travail est en constante augmentation d'année en année. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Certaines dérives que vous dénoncez sont carrément illégales, comme les faux en écriture que vous dénoncez, qui sont pratiqués lors de la transaction entre l'entreprise et l'ex-salarié lorsqu'il y a litige. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus cette pratique que les RH nomment, selon vous, business as usual, tellement c'est habituel? Donc une transaction, c'est un document par lequel un salarié, dans le cas présent, va renoncer à poursuivre l'entreprise en échange d'une somme d'argent. L'entreprise propose une transaction lorsqu'elle estime, excusez-moi l'expression, mais qu'elle n'a vraiment pas les fesses propres et qu'elle veut éviter que tout cela aille au tribunal. Cependant, tant que le salarié est sous contrat, on l'a sous la main, on peut encore le manipuler. Lorsqu'il aura reçu sa lettre de démission, il peut peut-être reprendre ses esprits, estimer qu'on ne lui donne pas assez, etc. Donc on va lui faire signer sa transaction avant de le licencier. Mais pour être valable, la transaction doit être signée après. Donc on va apposer une signature sur un document daté en fait. Post-daté. Donc on signe au 1er janvier un document qui est signé, qui est daté du 30 janvier. Alors ça n'a l'air de rien, c'est 30 janvier au lieu du 1er janvier, mais ça s'appelle un faux en écriture, faux et usage de faux, et c'est bien entendu illégal. Et c'est une pratique que vous avez vue couramment? Ah ben bien sûr, parce que jamais un DRH ne va remettre au salarié un document antidaté avec sa signature. Jamais, ou alors il n'a pas tout compris. Est-ce que les salariés doivent craindre les ressources humaines de leur entreprise? Écoutez, si on en croit les derniers sondages, la plupart des salariés savent pas ce que font les ressources humaines. Les craindre, oui. On doit craindre les ressources humaines. Parce que, je l'ai dit ailleurs, donc je vais le répéter, dans le meilleur des cas, bien souvent, les ressources humaines ne servent à rien, et dans le pire des cas, elles servent à quelque chose. Mais ce n'est pas spécialement bon pour les salariés. Vous dites que cette fonction est devenue le bras armé des directions, des actionnaires de leur politique, de la terre brûlée. Qu'en est-il du contre-pouvoir et du rôle de garde-fou qui incombe normalement au RH? Alors, peut-être plus maintenant parce que j'en ai parlé.
mais il y a 2 semaines de cela, vous auriez rencontré 99% des RH, vous leur auriez parlé du fait qu'ils sont un contre-pouvoir, ils n'auraient même pas compris de quoi vous leur parliez. Oui. Or, les RH a un contre-pouvoir, comme la finance, comme le département juridique, comme d'autres départements. La RH doit aussi dire, ça on ne peut pas parce qu'il y a la loi, mais ça, à la limite, je dirais c'est accessoire, mais ça on ne peut pas parce qu'on ne traite pas les individus de cette manière. La RH devrait analyser tout ce qui est modèle managérial, tout ce qui est outils impactant les individus dans l'entreprise pour voir si effectivement c'est respectueux, si ça ne va pas créer des troubles musculo-squelettiques ou est-ce que si ça ne va pas effectivement engendrer un stress ou une charge mentale trop élevée. Ils ne font plus ça? Ah, pas du tout. Aujourd'hui, ils prennent ce qu'on leur dit de prendre et puis c'est point à la ligne. Vous ajoutez, en moins de 30 ans, les ressources humaines sont devenues l'antithèse de ce qu'elles devraient être. À quoi elles servent aujourd'hui les RH? Vous dites qu'elles servent à rien, mais à ce point, elles ne servent à rien du tout? Alors, il y a des entreprises qui vont même demander à ce qu'elles n'existent plus? Alors, vous me posez 2 questions. Oui. En tout cas, la première question, je pense qu'il y a quand même encore des entreprises qui font du bon boulot. Oui. Et très récemment, j'ai encore rencontré des équipes RH très, très humaines, mais clairement, elles savaient elles-mêmes qu'elles étaient menacées. C'est même pas qu'elles étaient menacées, que le compte à rebours avait commencé pour elles. Donc, il y a certainement encore des entreprises qui essayent de faire correctement les choses. Le problème, c'est que les ressources humaines elles-mêmes n'ont plus les compétences. Les ressources humaines ne s'intéressent plus à la sociologie, à la psychologie du travail, tout cela. Donc, même si elles veulent faire bien les choses, elles n'en ont pas les outils. Deuxième élément que vous me posez comme question, que j'ai oublié. Est-ce que les ressources humaines vont disparaître? Alors, si on s'intéresse au sujet et que l'on va sur des sites anglo-saxons, qu'on tape clairement la question, vous avez effectivement aujourd'hui un débat qui n'est pas encore finalisé, mais il y a un véritable débat aux États-Unis et outre-Manche sur est-ce que les ressources humaines servent vraiment à quelque chose. Ce débat n'a pas encore lieu en France. J'espère qu'on pourrait y échapper, mais pour y échapper, il va falloir que les ressources humaines se remettent sacrément en question. Oui, parce qu'elles s'inspirent énormément du modèle anglo-saxon. Et on verra ça un petit peu plus tard dans l'entretien. Les mêmes causes entraînant les mêmes conséquences, eh bien, on arrivera aux mêmes conséquences en France. Vous dites qu'il est préférable pour sa carrière de faire abstraction de ses valeurs humaines et d'oublier ses naïves ambitions éthiques et de justice sociale. À quel moment de votre carrière vous avez basculé dans le cynisme? À quel moment vous avez occulté totalement la violence des licenciements que vous avez dû gérer? Alors, basculer dans le cynisme, je pense que j'ai une tendance naturelle au cynisme. Oui. Donc, j'ai dû basculer très tôt. Le ton de votre livre, en tout cas, le prouve, oui. Voilà. Alors, soyons clairs, le cynisme, c'est pas de la morgue, c'est aussi une manière de se protéger. Bien sûr. Le cynisme, je pense que j'ai dû basculer dedans dès le début des années 2000, c'est-à-dire dès que j'ai atteint un niveau de direction et dès que l'on m'a demandé de faire effectivement des choses qui n'étaient pas spécialement éthiques. Comment est-ce qu'on en arrive à vivre avec cela? Bon, on vit avec jusqu'au moment où on n'arrive plus, ou jusqu'au moment où on est tellement anesthésié qu'on ne se rend plus compte de ce que l'on fait. C'est ce qui m'est arrivé. Très clairement, le dernier... Tranquillement, sournoisement, ça vous tombe dessus, en fait? Alors, ça ne tombe pas dessus. C'est tranquillement, sournoisement, ça vient petit à petit. Ouais. Et puis effectivement, vous y mettez petit à petit. En tout cas, dans mon cas, c'est petit à petit. J'ai été entraîné. Enfin, je me suis laissé entraîner. Oui. On va non plus... trop me présenter comme victime, petit à petit, je me suis laissé entraîner. Probablement que j'y ai pris goût, non pas à faire le mal, non pas à faire du mal aux gens, mais pris goût à être à un poste de responsabilité où je partageais les décisions stratégiques de l'entreprise et où par moment, on se tournait vers moi et en disant pour y arriver, on va avoir besoin de toi, Didier. C'est flatteur pour l'ego. Et ça explique aussi qu'on se laisse entraîner là où si on vous avait présenté clairement les choses, vous auriez dit non, moi, je vais pas là. On parlait à l'instant du modèle anglo-saxon, vous parlez de l'influence anglo-saxonne sur les méthodes managériales pratiquées dans les grands groupes en France. Quelles sont-elles, ces méthodes managériales, et pourquoi elles sont néfastes à l'entreprise? Alors, il suffit simplement de savoir une chose, et on a tout compris. Aux États-Unis, tout salarié peut être licencié du jour au lendemain, qu'il ait 2 jours, 2 ans, 20 ans d'ancienneté, il peut être licencié du jour au lendemain sans qu'on ait à lui fournir la moindre explication. Et c'est donc sur cette base-là que sont élaborées toutes les théories managériales qui aujourd'hui abreuvent les entreprises, parce que clairement, aujourd'hui, il n'y a plus que les Américains qui pensent au management, qui élaborent des théories. Enfin, ils appellent ça des théories, et tous les autres ont abandonné. Donc, si on utilise aujourd'hui les théories managériales, les méthodes managériales, c'est tout simplement parce que tous les autres ont arrêté. Tous les autres modèles scandinaves, etc., on n'est pas influencé par cela. Donc, ce sont des théories, des modèles qui sont
qui partent du postulat que le salarié peut être jetable du jour au lendemain et que globalement, c'est chacun pour soi. Oui, mais on le voit bien, vous parlez de l'hypocrisie du système français, finalement, pourquoi ne pas recourir carrément en toute franchise au modèle américain, plutôt que de passer par des chemins de traverse pour arriver au même résultat en France Alors, c'est exact. Donc, oui. moi, de toute façon, c'est clairement vers là que l'on va. Là, je me fais l'avocat du diable, hein, oui, tout à fait. évidemment. Mais ça fait 30 ans que le droit du travail est attaqué par tous les gouvernements de gauche au droite. Donc, clairement, c'est vers là que l'on va. Les entreprises... Et peut-être que si j'étais à leur place, je ferais la même chose, mais non, qu'un seul souhait, c'est de pouvoir adapter leurs effectifs quasiment en temps réel. J'en licencie 10 aujourd'hui, j'en réembauche 5 demain, etc. Donc, on va vers cela. Maintenant, oui, je me dis que faire un licenciement comme celui que je fais au début du livre, ou bien faire les licenciements comme ils se font, même quand ils sont faits de manière régulière, on convoque quelqu'un sans lui dire pourquoi. Oui. Comment voulez-vous que cette personne assure sa défense? Même si cette personne a été irréprochable tout au long de ses 30 années de carrière. De toute façon, ça c'est la procédure légale. Vous convoquez quelqu'un, vous n'avez pas à lui dire pourquoi. Vous n'avez pas à lui dire ce que vous lui reprochez. Comment veut-on que cette personne se défende correctement? Alors, effectivement, poussons le bouchon un peu plus loin, quitte à faire une mascarade, gagnons du temps, mettons cette mascarade de côté et allons directement au but. On n'a qu'un seul objectif, c'est de faire partir les gens. Et vous le disiez tout à l'heure, on assiste aujourd'hui, en particulier en France, à un nombre de burn-out, de suicides de salariés. On sait que ce sont des méthodes ultra-violentes. Pourquoi on continue à appliquer ces méthodes-là et pas revenir à ce qui se faisait il y a une trentaine, quarantaine d'années? Parce que le coupable ne paye pas. Le coupable ne paye pas. On va prendre un exemple très concret. Renault-Nissan. Renault-Nissan, au Technocentre de Guyancourt, il y a eu 3 suicides en 4 ans, dans lesquels la faute impardonnable, c'est pas impardonnable, c'est la faute, bref, la faute inévitable, inexcusable. La faute inexcusable de l'employeur a été démontrée. Donc, la faute inexcusable. Au 3e suicide, c'est-à-dire Renault-Nissan est déjà multirécidiviste. L'entreprise a été condamnée à payer 30 000 €. Pour Renault-Nissan, 30 000 €. C'est pas beaucoup, hein. C'est rien, c'est quasiment un encouragement à continuer. Donc, le risque de se faire pincer, il n'est pas grand, et quand on se fait pincer, c'est une tape sur les mains. C'est pas du tout dissuasif. Les peines pour en revenir maintenant à ce que je disais, aujourd'hui, effectivement, l'entreprise n'a pas à payer le coût du gaspillage humain qu'elle engendre. Ça va être payé par la communauté au travers de Pôle emploi, au travers de la sécurité sociale, et éventuellement au travers d'organisations qui viennent en aide aux victimes, etc. Mais à partir du moment où quelqu'un, quoi que ce soit, n'a pas à payer les conséquences négatives de ce qu'il fait, il y a beaucoup de choses qui deviennent très rentables. Mais justement, à propos de Pôle emploi, vous parlez de l'histoire d'amour entre les RH et le chômage, et vous regrettez la docilité des salariés face au licenciement, parce que vous expliquez que selon vous, les indemnités Pôle emploi qui sont mises en avant par l'entreprise qui licencie, cette indemnité-là, ce discours-là rend les ex-salariés trop dociles. Ils n'auraient pas cette perspective-là, ils auraient peut-être une rébellion, une attitude beaucoup plus rebelle à l'égard d'un licenciement. Alors, oui, ce que je dis, c'est que lorsque l'on présente aux salariés, futurs chômeurs, pour lui faire avaler la pilule, pour éviter qu'il ne pousse des cris d'onfray, etc. Lorsqu'on lui présente la situation, effectivement, on aligne des chiffres, on aligne ce qu'on va lui donner au titre d'indemnité de départ, éventuellement un petit quelque chose qu'on va lui donner un peu en plus, ce qu'on appelle la transaction, mais on rajoute à tous ces chiffres aussi ce qu'il va toucher à Pôle emploi. C'est-à-dire qu'on fait une utilisation perverse de l'argent que va donner, des indemnités de Pôle emploi pour lui montrer, ben voilà. Donc globalement, tu pars, c'est pas si mal quand même avec ce avec quoi tu pars. Tu as le temps de voir pendant au moins, alors ça dépend, 12 mois, 18, 20 mois, 24 mois, sans avoir aucun impact sur ton train de vie. On utilise donc l'argent de Pôle emploi comme argument pour anesthésier la personne. Tout à fait, mais c'est une attitude absolument perverse. Ah, c'est pervers, oui. À propos de docilité, toujours vous affirmez, dans la majorité des cas, celui ou celle qui porte des accusations contre un manager ou des pratiques de l'entreprise signe l'arrêt de mort. Le sien. Le sien, signe l'arrêt de mort du salarié. Quel choix ça laisse-t-il au salarié, justement, se taire. Pour se défendre? Il a juste à se taire. Si vous me demandez le choix, c'est choisir, se taire, et puis supporter de vivre dans ce monde-là, ou parler, et prendre quand même le risque, effectivement, d'être viré, ou
et essayer de solidariser plusieurs personnes autour de lui, parce qu'à partir du moment où plusieurs personnes se plaignent, à partir du plusieurs personnes portent les mêmes accusations vis-à-vis d'un manager, puisqu'on parle d'un manager, ça devient un petit peu plus difficile à les faire taire, ça devient un petit peu plus difficile à les licencier toutes. Vous dites que ça se perd, la solidarité entre salariés, ça se perd. Ah ben ça, il y en a de moins en moins. C'est pas que ça se perd, ça s'est perdu. Ouais. Oui, les salariés aujourd'hui... Alors la solidarité pour aller boire un café, oui, mais la solidarité pour se serrer les coudes dans des situations difficiles, oui, elle est perdue. Il n'y a pas de soutien quand un membre du personnel se fait licencier, même violemment? Écoutez, moi je n'ai jamais vu, n'ai jamais vu un salarié prendre la défense d'un autre. Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui? Pourquoi tout le monde me pose cette question? Mais c'est la question qui vient spontanément, évidemment. Je vais faire la réponse que je fais habituellement aussi. Ce que j'ai fait, je n'aurais pas pu le faire si la loi ne l'autorisait pas, si les risques n'étaient pas minimes, si les punitions n'étaient pas minimes, si les salariés ne se laissaient pas faire. Donc le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas moi qui l'ai fait, hein, on le fait tous ensemble. Donc est-ce que j'ai des regrets? Moi je vous pose la question, puis je vous pose la question aux gens qui regardent en ce moment, est-ce que vous avez des regrets quand votre copain s'est fait gicler et vous n'avez rien dit? Est-ce que vous avez des regrets de ne pas être descendu dans la rue pour défendre le droit du travail qui est attaqué depuis 30 ans par n'importe quel gouvernement de gauche ou de droite? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour faire basculer les choses dans l'autre sens et éviter tous ces abus et ces détresses? Je vais terminer ce que je dis quand même. Pardon. Non. Maintenant, en ce qui concerne plus personnellement, oui. Comme je l'ai dit, quel que soit mon positionnement, quel que soit ce que je pense, ce que je ressens, lorsque je serai en public, lorsque je serai sur un plateau de télévision, quoi que ce soit, qu'on me posera cette question, la réponse sera toujours non. Pas de regret, pas de remords. Parce que ce serait trop facile. Ce serait trop facile d'avoir, entre guillemets, profité du système, parce que j'ai bien vécu, d'avoir profité du système et puis aujourd'hui venir verser une petite larme sur les plateaux. Je pense que non seulement ce serait trop facile, mais ce serait quasiment insultant pour les gens qui ont souffert à cause de moi, qui ont souffert des méthodes que je décris et qui ont souffert à cause d'autres. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense qu'il faut se mobiliser avec ses copains. Oui. D'abord, effectivement, être un peu plus solidaire. Et puis surtout, dans les entreprises, n'oublions pas qu'il y a des délégués du personnel, il y a des représentants syndicaux et il y a des délégués syndicaux. Ces gens-là n'ont de pouvoir que s'ils sont soutenus. Il faut les soutenir. Il faut les soutenir et être très dur avec eux. Ne pas les autoriser à se faire rouler dans la farine et dans la panade lors des comités d'entreprise. Ne pas autoriser la direction à répondre à côté des questions quand ils posent des questions au comité d'entreprise. Et lorsqu'ils décident de se mobiliser, il faut les aider. Eux sont un réel contre-pouvoir, légitime en entreprise, mais ils n'ont de poids que si on le leur donne. Que si on leur donne. Didier Bille, on va passer tout de suite aux questions des internautes qui nous suivent. C'est vos questions tout de suite. On a une question de Mag, Clermont-Peters, qui demande si vous avez déjà vécu un licenciement ou celui d'un proche. Ah, j'ai été licencié à plusieurs reprises, oui. Et j'ai été licencié dans la majorité des cas de la manière dont je décris. Cependant, je ne me présenterai pas comme victime. D'abord parce que c'est difficile de se présenter en victime quand on est victime de ses propres affres. Et d'autre part, en général, j'avais choisi. C'est-à-dire que je savais qu'en posant certains actes, qu'en m'opposant à certaines choses, c'était la porte. Chacha Henry demande, est-ce qu'une partie des bénéfices du livre vont aider des familles broyées ou des associations? En écrivant ce livre, je mets fin définitivement à ma carrière en ressources humaines. Donc la réponse est non. Parce que j'ai toujours besoin de vivre. Je ne suis pas rentier, je le répète. Que faites-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais la promotion du livre. Oui. Vous avez quitté cet univers? J'ai quitté cet univers quasiment en 2016. Même s'il y a eu une petite parenthèse il y a quelques temps, j'ai quitté en 2016 et j'ai décidé de ne pas y remettre les pieds. Je peux éventuellement y remettre les pieds pour faire autre chose. Je suis en ce moment contacté. Ma réponse est toujours la même. Lisez le livre et puis si vous me trouvez toujours un peu sympathique, on se reparlera après. Oui, parce qu'on pourrait considérer que vous êtes un peu grillé aujourd'hui. Légèrement. Je suis même vraiment toasté, là, je crois. Mais là, une fois de plus, je le savais. Donc non, je n'ai pas l'intention de faire œuvre de bienfaisance. Soyons cyniques jusqu'au bout. Magali Claustre s'interroge, les entreprises se renseignent sur les salariés. Les salariés peuvent-ils se renseigner sur les entreprises et leurs pratiques? Ah oui, en général, il suffit que vous tapiez le nom d'une entreprise et vous pourrez trouver bon nombre d'informations sur Internet. Je veux dire, aujourd'hui, celui qui croit que General Electric est une entreprise sympa, il a vécu sur Mars ces 20 dernières années, c'est pas possible.
Pour Chacha-Henry, les ordonnances loi Macron sont en faveur des DRH. Comment doivent réagir les syndicats face à ce nouveau modèle de ce que notre internaute appelle une procédure pro-direction? Les syndicats, ils auraient dû réagir il y a quelques semaines. Voilà. La question, ce n'est pas comment doivent-ils réagir, c'est pourquoi ils n'ont pas réagi. Adama Sidibé demande quelle est la solution la plus viable à cette situation aujourd'hui. Je vais en revenir à ce que j'ai dit, il faut être solidaire entre soi et puis surtout être solidaire des gens qui ont la légitimité, ils sont élus, ils sont délégués syndicaux, qui ont la légitimité pour vous défendre. Mais être solidaire, ce n'est pas simplement les soutenir, c'est être exigeant avec eux, ne pas accepter qu'ils ne fassent pas leur travail. Oui. On a le témoignage d'une jeune femme, Émilie et Mime, qu'il y a 20 à 25 ans, le DRH était un peu l'avocat des salariés. Elle a vu et vécu des stratégies honteuses émanant non pas d'un DRH, mais d'un personnage haut placé qui mettait la pression au DRH. C'est ce que vous disiez au début de cet entretien, et que vous dites dans le livre, les DRH sont le bras armé et l'exécutant des basses besognes. Et le timing que cette personne donne est tout à fait exact. Ça a commencé il y a 20-25 ans, en tout cas en France. Merci beaucoup Didier Bille, ce sera la dernière question. Merci à tous de nous avoir suivis en direct. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui est paru le 15 mars dernier aux éditions du Cherche Midi, DRH, la machine à broyer, recruter, casser, jeter. Merci encore pour cet entretien. C'est génial. C'est génial. Bonjour.